Ce voyage est réservé à la famille, déclara Orlando d'un ton glacial qui me coupa le souffle. J'étais là, debout à l'aéroport, tenant ma valise, le cœur en miettes, pendant que mon propre fils rayait mon nom de la liste des passagers. Mariana prendra ta place, ajouta-t-il sans même croiser mon regard, comme si je n'étais qu'une étrangère de passage. Elan, ma belle-fille, afficha ce sourire hypocrite que je connaissais par cœur. Rentre chez toi, Antonia. Tu ne fais pas partie de ça. Chaque mot fut comme une lame en plein cœur, mais ce qui me brisa réellement, ce fut de voir les autres détourner les yeux. Mon fils, mon propre enfant, celui que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévotion, était incapable de me regarder alors qu'il m'humiliait devant tous. Mais laissez-moi vous expliquer comment les choses en sont arrivées là, car tout a commencé 3 semaines plus tôt, à un moment où je pensais encore appartenir à cette famille. L'arôme sucré de la cannelle flottait dans ma cuisine pendant que je préparais le fameux gâteau à l'orange qu'Orlando aimait tant. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'émotion depuis qu'il m'avait appelé. « Maman, on a une surprise pour toi », m'avait-il dit d'une voix tendre que je n'avais plus entendue depuis si longtemps. Un voyage avec toute la famille. Ces mots avaient été comme une musique douce à mes oreilles. Depuis l'arrivée d'Elan, j'avais peu à peu senti que je disparaissais de la vie d'Orlando. Les repas de famille s'étaient réduits à de petites réunions, les célébrations étaient devenues plus discrètes, souvent sans moi. Je n'étais plus qu'une présence tolérée, par devoir plus que par affection. Mais là, c'était différent. Cette fois, ils m'avaient incluse. Ils avaient pensé à moi, m'avaient invité à faire partie d'un moment spécial. J'ai passé plusieurs jours à arpenter les boutiques à la recherche de nouvelles tenues. Je voulais être élégante, me sentir belle. Je voulais qu'Orlando soit fier de sa mère. J'ai trouvé une robe corail qui me donnait bonne mine, une paire de chaussures à la fois chic et confortable, et je me suis même offert ce collier de perles que je regardais depuis des mois en vitrine. Les nuits précédant le départ, je ne trouvais pas le sommeil tant l'excitation me gagnait. Je restais allongée, rêvant à nos échanges, aux rires, aux photos en famille. J'imaginais des repas sous les étoiles, des balades au bord de la mer, des instants précieux où j'aurais enfin l'impression de faire partie, à nouveau, de la vie de mon fils. J'ai préparé ma valise avec une rigueur presque obsessionnelle, chaque vêtement plié avec soin, chaque objet choisi avec attention. J'avais même pensé à mes médicaments, à des livres pour le trajet, et à de petits cadeaux pour chacun d'eux. Je voulais que ce voyage soit parfait. Je voulais leur montrer que m'inclure avait été la bonne décision. Le matin du voyage, je me suis réveillée avant l'aube. Je me suis habillée avec un soin particulier, choisissant chaque détail de mon apparence. Le miroir me montrait une femme plus âgée, plus digne, prête à regagner la place qu'elle avait perdue dans le cœur de sa famille. Je suis arrivée à l'aéroport 1 heure plus tôt, le cœur battant à tout rompre. Je cherchais Orlando et Eline dans la foule, impatiente de les voir, de commencer cette aventure tant attendue. Quand je les ai enfin repérés. Alors que je me tenais près du comptoir de Ch'quin, quelque chose dans leurs expressions m'a fait douter. Orlando semblait tendu, évitant tout contact visuel direct, et Elan murmurait quelque chose à l'oreille d'une femme que je n'ai pas immédiatement reconnue. C'était Mariana, l'amie d'Elan, mais que faisait-elle là si c'était censé être un voyage en famille? Je me suis approchée avec un sourire, traînant ma valise, prêt à les saluer et à commencer ce que je croyais être le plus beau voyage de notre vie. « Bonjour », ai-je dit, la voix chargée d'espoir et d'émotion. C'est alors qu'Orlando m'a regardé pour la première fois ce matin-là, et ses yeux n'exprimaient pas la joie que j'attendais. Ils exprimaient quelque chose de bien pire, de la pitié mêlée d'irritation. « Maman » a-t-il commencé. Et dès ce premier mot, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. « Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle », a répété Orlando. Et chacun de ces mots me tombait dessus comme des gouttes de glace. Il m'a conduit dans un coin de l'aéroport, loin d'Eline et Mariana, qui m'observaient de loin, leurs expressions indéchiffrables sur le moment. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un problème avec les billets, un changement de dernière minute dans l'itinéraire. « Maman, il y a eu un changement de programme », a-t-il commencé, incapable de soutenir mon regard. Ses mains jouaient nerveusement avec son téléphone portable, comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose à la maison. Le voyage, eh bien, nous avons décidé qu'il serait préférable que ce soit juste pour la famille proche. « Mais je suis ta famille », ai-je murmuré, sentant les mots se coincer dans ma gorge. « Je suis ta mère, Orlando. Qu'y a-t-il de plus proche ?» Il s'est passé une main dans les cheveux. Ce geste qu'il tenait de son père. « Ce n'est pas personnel, maman. C'est juste qu'Eline a pensé qu'il serait plus approprié que Mariana nous accompagne. Elle et Elan ont beaucoup en commun. Et toi, eh bien, tu ne rentres pas vraiment dans nos plans. Moi non plus. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho douloureux. 45 ans après avoir donné naissance à cet homme, l'avoir élevé, avoir sacrifié ma jeunesse,
mes rêves, ma vie même pour lui, je ne correspondais pas à ses plans. Mais, Orlando, ma voix tremblait. Je me préparais depuis des semaines. J'avais acheté de nouveaux vêtements, organisé tous mes engagements, même annulé mes rendez-vous chez le médecin. J'étais tellement excitée. Je sais, maman, et je suis désolée, mais c'est déjà décidé. Mariana vient avec nous, et toi, tu rentres à la maison. Nous sommes retournés là où se trouvaient Éline et Mariana. L'amie de ma belle-fille m'a regardé avec un sourire qui se voulait compréhensif, mais qui ne parvenait qu'à être condescendant. Antonia, j'espère que tu comprends, a-t-elle dit. C'est mieux pour tout le monde comme ça. Hélène s'est alors approchée avec cette élégance décontractée qui m'avait toujours intimidée. Elle portait une tenue de voyage impeccable, les cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Antonia, ma chérie, me dit-elle de cette voix douce qu'elle utilisait quand des invités arrivaient. C'est vraiment le top. Ce voyage sera très actif. Beaucoup de marches, des activités qui demandent de l'énergie. À ton âge, tu pourrais te blesser. À mon âge, comme si j'étais une vieille femme décrépite, incapable de prendre soin d'elle-même, comme si mes 69 ans me transformaient automatiquement en un fardeau, une nuisance, quelque chose à tolérer plutôt qu'à célébrer. De plus, continua J, Hélène, Mariana et moi avons tellement de choses à préparer. Nous organisons des événements pour notre retour, et nous avons besoin de ce temps pour tout coordonner. Tu ne t'intéresserais pas à ça. Je regardais Orlando acquiescer à chaque mot de sa femme, telle une marionnette obéissante. Le garçon qui m'avait promis un jour de toujours prendre soin de moi, de ne jamais me laisser seule. Maintenant, il se tenait là, validant chacune des excuses cruelles d'Ilanine. Mais tu peux t'occuper des plantes pendant notre absence, ajouta la servante. Et peut-être faire un peu de ménage. Tu sais comme on aime retrouver tout parfait à notre retour? Il y avait la vérité, toute nue. Je n'étais pas leur mère dans ce scénario. J'étais la bonne bénévole, la femme de ménage qui s'occupait de leurs affaires pendant qu'ils vivaient leur vie parfaite sans moi. Mariana s'approcha, mon billet remplacé par le sien. Merci de ta compréhension, Antonia. J'apprécie vraiment que tu m'aies rendu ce voyage possible. De l'avoir rendu possible pour elle, comme si j'avais volontairement cédé ma place, comme si j'avais décidé de donner mon bonheur à un inconnu. Orlando me regarda enfin, et pendant un instant, je crus apercevoir une lueur du garçon qui courait vers moi quand il avait mal, qui me serrait dans ses bras quand il faisait des cauchemars, qui me disait que j'étais la meilleure mère du monde. Maman, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. On fera quelque chose de spécial à notre retour, promis. Une autre promesse en l'air, comme toutes celles qu'il m'avait faites au fil des ans. Des dîners annulés, des visites reportées, des appels jamais arrivés. La voix dans le haut-parleur annonça le premier appel de vol. Mon vol, celui que j'attendais depuis des semaines. Le voyage qui avait rempli mes pensées d'espoir et de joie. Hélène prit le bras de Mariana. Viens, on doit s'enregistrer. Elle se tourna vers moi une dernière fois. Antonia, appelle un taxi pour rentrer et n'oublie pas d'arroser les plantes du balcon, s'il te plaît. Je restais là, serrant ma valise comme une idiote, à les regarder s'éloigner vers la zone d'embarquement. Orlando ne se retourna pas une seule fois. Hélène marchait avec cette élégance que tant admirait, bras dessus bras dessous avec Mariana, discutant avec animation, comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de briser le cœur d'une femme de 69 ans. Des années au milieu d'un aéroport rempli d'inconnus. Mais je restais figée, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les gens passaient autour de moi, traînant leurs valises, serrant leurs proches dans leurs bras, vaquant à leurs occupations habituelles, tandis que la mienne s'effondrait. Une larme coula sur ma joue, puis une autre encore. Je ne pouvais les retenir. 50 ans de mariage m'avaient appris à ne pas pleurer en public, à garder mon sang-froid, à être l'épouse parfaite, la mère parfaite, la femme qui ne cause jamais de problème. Mais j'étais là, à pleurer comme un enfant perdu au milieu du plus grand aéroport de la ville. Ça va? Une voix douce me tira de ma rêverie. C'était une employée de compagnie aérienne, une jeune femme au regard bienveillant, qui me regardait avec une inquiétude sincère. Oui, mentis-je machinalement, essuyant mes larmes du revers de la main. Seulement, il y avait eu un changement de plan. Elle le sentit avec compréhension. Elle avait probablement déjà vu cette scène 1000 fois. Des familles qui s'effondrent, des rêves brisés, des cœurs qui se brisent aux endroits les plus inattendus. Besoin d'aide? De changer votre billet, peut-être? Mon billet? Bien sûr. J'avais un billet qui n'était plus valable, pour une destination que je ne pouvais plus atteindre, pour un voyage qui ne m'incluait plus. Non, ai-je murmuré. Il n'y a plus rien à changer. J'ai commencé à marcher vers la sortie, traînant ma valise sur le sol poli de l'aéroport.
Chaque pas était un effort. Chaque mouvement exigeait une force que je ne savais pas d'où je la prenais. Les bruits de l'aéroport me semblaient lointains, comme si je marchais sous l'eau. J'ai atteint la zone des taxis et je me suis arrêtée. Où allais-je? À ma maison vide, à ces 4 murs qui avaient été ma prison pendant 5 ans, depuis que j'étais veuf, à cette maison où les plantes d'Éline attendaient d'être arrosées, où son linge sale attendait probablement d'être lavé, où son réfrigérateur avait besoin d'être nettoyé avant de revenir. Taxi, madame. Le chauffeur m'a regardé avec impatience. Oui, ai-je murmuré en donnant mon adresse. Musique. Tout le long du chemin, je n'ai pas arrêté de penser aux paroles d'Éline. À ton âge, on pouvait être blessé comme si j'étais une vieille femme frêle et inutile, comme si mes 69 ans étaient une maladie contagieuse dont il fallait se protéger. Lorsqu'elle avait commencé à me voir ainsi, lorsque j'avais laissé les autres décider de ce que je pouvais ou non faire, je me suis souvenu de ma mère, qui, à 70 ans, avait voyagé seule à travers l'Europe, qui avait appris à utiliser un ordinateur, qui avait vécu chaque jour comme une aventure jusqu'au dernier moment. Mais je n'étais pas comme elle. J'étais devenue cette petite version effrayée de moi-même, quelqu'un qui implorait la permission d'exister dans la vie de son propre fils. De retour à la maison, j'ai ouvert la porte et le silence m'a frappé comme une gifle. Ce silence, je le connaissais si bien qu'il m'avait accompagné sans relâche ces dernières années. J'ai déposé ma valise dans l'entrée et suis allée directement dans ma chambre. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai contemplé mon reflet dans le miroir de courtoisie. La femme qui me regardait avait l'air vaincue, petite, insignifiante. C'était comme si toute ma vie se résumait à cet instant, à cette humiliation, à ce sentiment de ne même pas valoir le prix d'un billet d'avion. J'ai pris mon téléphone pour appeler Johanna, ma seule véritable amie, la seule personne susceptible de comprendre ce que je ressentais, mais en composant le numéro, je me suis arrêtée. Que allais-je lui dire? Comment allais-je lui expliquer que mon propre fils m'avait larguée pour l'ami de sa femme? Comment allais-je lui avouer que j'avais été assez stupide pour croire qu'il voulait vraiment de moi pour ce voyage? J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Je me suis levée et suis allée au placard, où ma robe corail était accrochée à côté des chaussures neuves que j'avais achetées pour le voyage. Je les ai effleurées du bout des doigts, me souvenant de l'excitation que j'avais ressentie en les achetant, de l'espoir que j'avais investi dans chaque choix. C'est alors que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas un moment dramatique, ce n'était pas un accès de colère, c'était quelque chose de plus subtil et de plus profond. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais passé ma vie à essayer de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je ne le méritais pas. J'ai pris la robe corail et je l'ai tenue devant moi. Elle était belle, élégante et me rendait radieuse. Je l'avais achetée pour impressionner une famille qui me considérait comme une nuisance. J'avais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour des vêtements pour un voyage auquel je n'étais pas invitée. Mais pour la première fois depuis des années, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai ressenti de la colère, une colère pure et puissante qui a pris naissance dans mon ventre et s'est répandue dans tout mon corps comme une traînée de poudre. Ce n'était de la colère envers personne. Orlando, même si une partie de moi détestait ce qu'il était devenu. Ce n'était pas de la colère envers Éline, même si sa cruauté avait été inutile. C'était de la colère envers moi-même d'avoir laissé cela arriver, d'être devenue si petite, si invisible, si désespérée de quelques miettes d'affection. J'ai enlevé les vêtements que j'avais soigneusement choisis pour l'aéroport et j'ai enfilé la robe corail. Je me suis regardée dans le miroir, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que j'y ai vu. Je n'étais pas une vieille dame pathétique en quête d'attention. J'étais une femme de 69 ans qui avait élevé un fils, qui était mariée depuis 50 ans, qui avait survécu à la mort de son mari et qui méritait tellement mieux que ce que je recevais. Je suis descendue à la cuisine, toujours vêtue de ma robe corail. La maison avait changé, comme si elle avait changé de main en mon absence. J'ai regardé les plantes d'Éline sur le balcon, ces plantes qu'elle m'avait ordonné d'arroser, comme si j'étais son jardinier personnel. J'ai regardé la liste de choses à faire qu'elle avait laissé scotcher au réfrigérateur. Nettoyer la maison, faire les courses, préparer le dîner pour leur retour. J'ai attrapé la liste et les déchiré en petits morceaux. Chaque morceau de papier qui tombait par terre était un ordre que je ne suivrais plus, une attente que je ne répondais plus, une chaîne que je venais de briser. Mon téléphone a sonné. C'était un message d'Orlando. Maman, nous sommes déjà dans l'avion. Merci de votre compréhension. N'oubliez pas les plantes. Pas même un message du genre « on t'aime » ou « tu vas nous manquer ». Juste un petit rappel pour ces foutues plantes. J'ai écrit et supprimé la réponse 1000 fois. J'aurais voulu lui dire ce que je pensais vraiment. J'aurais voulu crier qu'il était un lâche. J'aurais voulu lui demander quand j'avais cessé d'être sa mère pour devenir sa bonne. Mais au lieu de ça, j'ai simplement écrit « bon voyage ». Puis j'ai raccroché, je suis allée à mon bureau et j'ai pris le chéquier que je n'avais pas utilisé depuis des mois.
Il fallait que je sorte de là. Il fallait que j'aille ailleurs que dans cette maison pleine d'obligations envers des gens qui ne me valorisaient pas. Mais en consultant mon compte en banque, la réalité m'a rattrapée. J'avais à peine assez d'argent pour couvrir les dépenses du mois. Toute ma vie financière dépendait d'Orlando depuis le camp Wood. Il gérait les finances, il décidait de mes dépenses, il contrôlait chaque centime qui entrait et sortait. J'étais devenue une enfant financièrement dépendante de la générosité de mon propre fils. Mais soudain, je me suis souvenue d'une chose. Au fond de mon placard, je gardais une vieille boîte à chaussures, pleine de documents que je n'avais jamais consultés après la mort de mon mari. Orlando s'était chargé de tout organiser, mais j'avais gardé quelques papiers à son insu. Je suis montée en courant à la recherche du carton. Mes mains tremblaient tandis que je fouillais parmi de vieilles factures, des reçus et des documents que je ne comprenais pas bien. Et puis, au fond, j'ai trouvé une enveloppe scellée portant mon nom écrit de la main de mon mari. Je l'ai ouverte avec précaution, et à l'intérieur se trouvait une lettre et plusieurs documents juridiques. La lettre disait « Ma chère Antonia, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites pour ne pas t'inquiéter, mais tu dois les savoir maintenant. La compagnie aérienne que j'ai héritée de mon père n'a jamais été vendue, comme nous l'avons dit à Orlando. Elle est à ton nom maintenant. Les documents sont dans le coffre de la banque. Le code est ta date de naissance. Tu es plus riche que tu ne l'imagines. Utilise cet argent pour être heureuse, pas pour faire plaisir aux autres. Je t'aime pour toujours. » Mon cœur s'est arrêté de battre. Une compagnie aérienne, un coffre, riche. Tout cela n'avait aucun sens. Mon mari était comptable, un homme modeste qui vivait de son salaire mensuel. Comment était-il possible qu'il existe une entreprise que j'ignorais? J'ai examiné les documents juridiques. Effectivement, j'y étais inscrit comme propriétaire unique d'Aerolina do Sol, une compagnie qui, selon les documents, exploitait des lignes nationales et internationales. Les documents dataient de 6 mois seulement avant le décès de mon mari. J'étais assise par terre dans le placard, les papiers entre les mains, tremblante. Toute ma vie n'avait été qu'un mensonge. Je vivais avec une maigre pension, implorais l'attention de mon fils et m'inquiétais de chaque centime dépensé. J'étais propriétaire d'une compagnie aérienne. J'ai immédiatement appelé la banque. Après vérification de mon identité, ils m'ont confirmé que j'avais bien un coffre-fort à mon nom et que je pouvais y accéder quand je le souhaitais. 1 heure plus tard, j'étais à la banque, toujours dans ma robe corail, devant un coffre-fort qui allait changer ma vie à jamais. À l'intérieur se trouvaient d'autres documents, des relevés de compte affichant des chiffres qui me donnaient le vertige, et une autre lettre de mon mari expliquant pourquoi il avait gardé le secret. Musique. Je ne voulais pas qu'Orlando soit au courant de l'entreprise avant d'être plus âgé et plus mature. Je craignais qu'il ne devienne dépendant de l'argent facile, mais maintenant que je suis parti, la décision vous appartient. Le PDG actuel, Gustavo Mendes, gère tout. Il vous expliquera les détails. J'ai pris le numéro de téléphone de la banque. J'ai appelé la banque et composé le numéro indiqué sur les documents. Madame Antonia, la voix de Gustavo semblait émue. J'attends votre appel depuis 5 ans. Votre mari m'a demandé de continuer l'entreprise jusqu'à ce que vous soyez prête. Prête pourquoi? Ai-je demandé, encore sous le choc. Prendre le contrôle de votre entreprise. Madame. Vous possédez l'une des compagnies aériennes les plus prospères du pays. Souhaitez-vous nous rencontrer pour discuter de vos options? 2 heures plus tard, j'étais assise dans un élégant bureau du centre-ville, écoutant Gustavo m'expliquer que j'étais millionnaire, que mon entreprise employait des centaines de personnes, que j'avais des avions survolant tout le continent en ce moment même. Et mon fils n'a jamais rien su de tout cela. J'ai demandé. Votre mari a été très clair là-dessus. Personne ne devrait savoir tant que vous n'avez pas décidé quoi faire de ces informations. Je pensais à Orlando, s'envolant pour sa destination paradisiaque à cet instant précis, m'envoyant des messages concernant les plantes à arroser, me traitant comme une domestique alors que je possédais la compagnie aérienne sur laquelle il voyageait probablement. Gustavo, dis-je avec un sourire que je n'avais pas eu depuis des années. J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose. Nous avons des informations sur le vol 347 à destination de Cancun qui a décollé ce matin. Bien sûr, madame. C'est un de nos vols. Il consulta son ordinateur. Famille Silva, 3 passagers. Y a-t-il un problème? Non, exactement un problème. Mon sourire s'élargit. Mais je pense qu'il est temps qu'il rencontre le véritable propriétaire de la compagnie aérienne, Gustavo, dis-je en examinant les documents confirmant ma propriété. Je veux que vous me fassiez une faveur très spéciale, ce vol 347. Je veux connaître tous les détails sur ces passagers. Ses doigts volèrent sur le clavier. Famille Silva, murmura-t-il en. L'écran affichait Orlando Silva,
Elan Martins de Silva et curieusement, une certaine Mariana Souza ajoutée à la dernière minute, remplaçant une certaine Antonia Silva. Antonia Silva. C'était mon nom sur le billet que je n'avais jamais utilisé, pour le voyage dont j'avais été exclu, pour l'aventure qu'on m'avait volée. Mais maintenant, assis dans cette luxueuse cabine, à consulter les comptes de mon entreprise, tout avait changé. Quel genre de services spéciaux pouvons-nous offrir à nos passagers VIP? Demandai-je avec un sourire que Gustavo ne parvenait pas à interpréter. Eh bien, madame, nous avons des surclassements en première classe, des services de restauration gastronomique, l'accès à des salons exclusifs, et bien sûr, des salutations spéciales du commandant de bord pour les invités importants. Parfait. Je veux que vous contactiez le commandant de bord du vol 347. Dites-lui qu'il a le propriétaire de la compagnie aérienne à bord et qu'il devrait vous saluer. Gustavo me regarda, perplexe. Le propriétaire, mais vous êtes ici avec moi. Exactement. Yesuris. Je veux qu'il annonce qu'Antonia Silva, propriétaire d'Aerolina do Sol, est à bord. Il comprit immédiatement. Un sourire entendu éclaira son visage. Ce sera un plaisir, madame. Tandis que Gustavo appelait le pilote, j'imaginais les visages d'Orlando et d'Ilan en entendant mon nom dans les haut-parleurs de l'avion. La femme qu'il venait d'humilier à l'aéroport. La mère qui n'était pas dans leur plan, la femme âgée qu'il craignait d'être blessée pendant le voyage. Il s'avère qu'elle était la propriétaire de la compagnie aérienne avec laquelle il voyageait. Voilà, madame. Le commandant Ralph Vasconcelos est ravi de faire cette annonce. Il me dit que c'est un honneur de savoir que le propriétaire veille personnellement à la qualité du service. Excellent. Maintenant, dites-moi, Gustavo, que dois-je savoir sur mon entreprise? Les 2 heures qui suivirent furent une succession de révélations. Mon mari avait hérité d'une petite compagnie aérienne de son père et en avait fait un empire. Nous avions des contrats avec des hôtels de luxe, des vols opérés, des vols charters pour des célébrités, et nos revenus annuels dépassaient tout ce que j'avais dépensé de toute ma vie. Votre mari réinvestissait tous les bénéfices dans l'entreprise, expliqua Gustavo. Il vivait modestement pour que personne ne se doute de rien, mais vous êtes l'une des femmes les plus riches du pays. Pendant ce temps, mon téléphone s'est mis à sonner avec insistance. Orlando, j'ai laissé sonner. Hélène, j'ai ignoré l'appel. Mariana, pourquoi une amie de ma belle-fille m'appellerait elle? J'ai fini par répondre. Madame Antonia. La voix de Mariana était nerveuse, presque effrayée. Êtes-vous vraiment la propriétaire de cette compagnie aérienne? Bonjour, Mariana. Ai-je répondu avec un calme que je ne me connaissais pas. Ça vous plaît, votre vol? Celui qui était censé être mon siège. Yeah. Orlando est sous le choc. Ilan ne peut pas parler. Lorsque le pilote a annoncé que vous étiez la propriétaire, Ilan est devenue toute pâle. J'imagine. Découvrir que la femme que vous venez d'humilier publiquement est en fait votre patronne. Madame Antonia, s'il vous plaît, je crois qu'il y a eu un malentendu. Il n'y en a pas eu, Mariana. J'ai très bien entendu quand Ilan m'a dit de rentrer chez moi parce que ce n'était pas pour moi. J'ai entendu quand Orlando m'a dit que je ne correspondais pas à leur plan. Et j'ai entendu quand vous m'avez remercié d'avoir rendu votre voyage possible. Un silence gêné s'est installé au téléphone. J'imaginais la scène dans l'avion. Orlando, comprenant enfin qu'il avait trahi la seule personne qu'il aimait vraiment. Hélène, réalisant qu'elle avait complètement sous-estimé celle qu'elle considérait comme un obstacle, Mariana, mourant de honte d'avoir été complice de mon humiliation. « Voulez-vous parler à Orlando » demanda Mariana d'une voix tremblante. « Non » répondis-je fermement. « Pour l'instant, je suis occupée à faire connaissance avec mon entreprise. Mais dites à mon fils qu'à son retour de voyage, nous aurons une conversation très sérieuse. » Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Gustavo écoutait discrètement et me regardait avec admiration. « Madame, si je puis me permettre, je pense que votre mari serait très fier. Il a toujours dit que vous étiez plus forte que vous ne le pensiez. Il semble qu'il ait raison. Maintenant, Gustavo, il faut que je comprenne quelque chose. Comment est-il possible qu'Orlando ne sache rien de l'entreprise? Il n'a jamais demandé d'où venait l'argent pour ses études supérieures, son mariage ou l'appartement que nous lui avons acheté. Votre mari était très prudent. Il dirigeait un cabinet comptable sérieux qui générait des revenus modestes pour justifier un style de vie de classe moyenne. Il gérait les grosses dépenses grâce à des prêts fictifs ou des primes occasionnelles. Orlando n'a jamais rien remis en question. Bien sûr qu'il n'avait rien remis en question. Orlando avait accepté chaque cadeau, chaque aide financière, chaque opportunité comme quelque chose qu'il méritait à juste titre. Il ne s'était jamais demandé comment un comptable modeste pouvait se permettre de payer une université privée coûteuse ou de financer un mariage élégant.
Et maintenant, madame, quels sont vos projets pour l'entreprise? Pour la première fois en 5 ans, j'avais le sentiment d'avoir de réelles options. Je ne dépendais pas de la charité de mon fils. Je n'avais pas besoin de quémander son attention. Je n'avais pas à accepter d'être traitée comme une domestique dans ma propre vie. D'abord, dis-je en me levant de ma chaise, sentant une force nouvelle me parcourir les veines. Je veux tout savoir sur cette compagnie, chaque avion, chaque ligne, chaque employé. Ensuite, je souris avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Je veux organiser le voyage de ma vie. Mon téléphone sonna à nouveau, encore Orlando. Cette fois, je décidai de répondre. Maman. Sa voix semblait désespérée. Il faut qu'on parle. Maintenant. Tu veux me parler? Ai-je répondu. Interessant, maman. Sa voix semblait désespérée. Il faut qu'on parle. Maintenant. Tu veux me parler? Ai-je répondu. Interessant. S'il te plaît, maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Le pilote a dit que tu étais propriétaire de la compagnie aérienne. C'est impossible, n'est-ce pas? Papa était comptable. On n'avait jamais eu beaucoup d'argent. J'ai entendu sa voix, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin automatique de le réconforter, de minimiser ma douleur pour protéger la sienne. Au lieu de cela, j'ai ressenti un calme étrange, presque froid. Ton père était bien des choses que tu ignorais, Orlando, et apparemment moi aussi. Mais maman, si tu es vraiment propriétaire d'une compagnie aérienne, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi as-tu vécu comme si tu n'avais pas d'argent? Cette question m'a blessée d'une manière inattendue. Pourquoi n'avais-je pas su? Pourquoi avais-je vécu 5 ans comme une pauvre veuve, dépendante de la charité de mon fils, alors qu'en réalité j'étais une femme riche et indépendante? Pourquoi ton père voulait-il te protéger? J'ai fini par dire. Il voulait que tu sois une personne travailleuse et humble avant d'apprendre la vérité sur notre situation économique. Mais il est mort avant de pouvoir te le dire, et tu as décidé de continuer à mentir. Son ton accusateur m'a fait bouillir le sang. Même maintenant, même après avoir découvert qu'il avait humilié le propriétaire d'une compagnie aérienne, Orlando a trouvé le moyen de me culpabiliser. Je ne savais rien. Orlando, je ne l'ai appris qu'aujourd'hui après que tu m'aies laissé allongée à l'aéroport comme une ordure. Un silence gêné a rempli la ligne. J'entendais des voix en arrière-plan, probablement Elan qui demandait ce qui se passait. Maman, Elan veut te parler. Je me fiche de ce qu'En a à dire. Elle m'a déjà tout dit ce matin à l'aéroport. S'il te plaît, maman. Elle est tellement désolée. Nous sommes tous désolés. Désolés de quoi exactement, Orlando? De m'avoir humilié publiquement? De m'avoir traité comme une bonne? Ou es-tu désolé d'avoir découvert que la femme que tu méprisais était en fait millionnaire? Un autre long silence. La réponse à ma question résidait dans ce silence. Maman, tu sais que je t'aime. Il y a juste eu un malentendu. Je l'ai interrompu. Il n'y a pas eu de malentendu. Pendant des années, j'ai été traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille. J'ai accepté des miettes d'attention. J'ai supplié qu'on m'invite à la table de mon fils. Je vivais dans l'attente des miettes d'affection que tu choisissais de me donner. Gustavo m'observait depuis son bureau, visiblement impressionné par la conversation dont il était témoin. Il m'a fait signe de rester en privé, mais j'ai secoué la tête. J'avais besoin de témoins de ce moment. Maman, s'il te plaît, à notre retour, on pourra arranger tout ça. On peut parler? On peut? On peut quoi, Orlando? Faire comme si de rien n'était? Faire comme si tu ne m'avais pas dit que je ne correspondais pas à tes plans? Faire comme si Elan ne m'avait pas ordonné de rentrer à la maison, comme si j'étais une enfant punie. C'était une erreur, maman. J'étais stressée par le voyage. J'étais nerveuse à cause du travail. On n'avait pas les idées claires. Et voilà, c'était reparti. Des excuses, des justifications, tout sauf de vraies excuses, tout sauf de vraies excuses. Reconnaissant qu'il m'avait délibérément blessée. Tu sais quoi, Orlando? Tu as raison sur un point. Je ne rentre pas dans tes plans, mais il s'avère que je n'ai plus besoin de rentrer dans ceux des autres. Comment ça? Cet après-midi, je vais commencer à faire mes propres projets. Je vais découvrir mon entreprise. Je vais voyager dans tous les endroits où j'ai toujours rêvé d'aller. Je vais vivre la vie que je mérite au lieu de celle que tu as décidé de me donner. Avait décroché le téléphone. Sa voix était différente, plus faible, moins assurée que ce matin-là à l'aéroport. Antonia, je m'appelle Éline. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé ce matin. Je ne voulais vraiment pas te blesser. N'avais-tu pas l'intention de me blesser? J'ai répété, Elan, tu m'as dit de rentrer chez moi parce que ce n'était pas pour moi. Tu m'as traité comme une bonne. Tu
à donner des ordres pour arroser les plantes et nettoyer la maison. Qu'est-ce qui ne me faisait pas mal? Je pensais que tu... Je comprens. Le voyage était important pour Mariana et nous. Nous avions des choses à organiser. À quoi penses-tu, Eileen? Une nuisance, une vieille femme sénile et sans importance? Non, bien sûr que non. Tu es la mère d'Orlando. Exactement. Je suis la mère d'Orlando. Pas ta bonne, pas ta nounou, pas ta jardinière personnelle. Je suis la mère de l'homme qui prétend t'aimer, et tu m'as traité comme une moins que rien. J'ai entendu Hélène se mettre à pleurer. Une partie de moi, celle qui avait été entraînée pendant des décennies à réconforter les autres, voulait lui dire que tout allait bien, que je lui pardonnais, que nous pouvions oublier ce qui s'était passé, mais cette partie de moi était morte ce matin-là à l'aéroport. Eileen, ai-je continué comme si j'avais une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Pendant des années, tu as repoussé Orlando loin de moi. Tu as transformé chaque réunion de famille en une compétition où je perdais toujours. Tu as fait en sorte que mon propre fils me voie comme un fardeau plutôt que comme sa mère. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et le pire, c'est qu'Orlando t'a laissé faire ça. Mon propre fils a préféré son confort à ma dignité. Encore et encore. Orlando avait récupéré le téléphone. Maman, s'il te plaît, à notre retour, tout changera, je te le promets. Non, ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise. Je n'ai plus besoin de tes promesses, Orlando. Je n'ai plus besoin d'attendre que tu décides de m'inclure dans ta vie. Je n'ai plus besoin de mendier des miettes de ton attention. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que pour la première fois en 5 ans, je me sens libre, libérée des attentes, libérée de la déception, libérée du besoin malvenu de gagner l'amour de gens qui ont clairement décidé que je ne le méritais pas. Gustavo m'a passé un mot. L'avion atterrit dans 3 heures. Des instructions particulières? J'ai souri en lisant le mot. Orlando continuait à parler, suppliant, promettant des changements que nous savions tous les deux ne jamais voir. Orlando, les jeux interrompus. Profite bien du reste de ton voyage. À ton retour, tu retrouveras ta maison exactement comme tu l'as laissée. Les plantes d'Ilan seront toujours vivantes. Ne t'inquiète pas, maman, mais je ne serai plus là à t'attendre. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un silence qui ne m'effrayait pas. C'était un silence plein de possibilités, plutôt que de vide et de solitude. Gustavo, dis-je en me tournant vers lui. J'ai besoin de ton aide. Je veux qu'une surprise attende mes invités à l'atterrissage. Quel genre de surprise, madame? Je veux qu'ils sachent exactement qui je suis. Pas la femme pathétique qu'ils ont humiliée ce matin, mais le propriétaire de l'entreprise qui vient de leur offrir le voyage de leur vie. Gustavo sourit d'un air entendu. Il pense à un accueil spécial. Exactement. Je veux qu'ils comprennent parfaitement ce qu'ils viennent de faire en descendant de l'avion. Nous avons passé l'heure suivante à planifier chaque détail. Gustavo a contacté le directeur de l'aéroport de Cancun, a organisé un accueil spécial et s'est assuré qu'Orlando, Eileen et Mariana sachent exactement qui avait rendu possible chaque instant de luxe qu'ils venaient de vivre. Pendant ce temps, j'ai pris une décision que j'avais évitée pendant 5 ans. J'ai appelé Johanna, ma seule véritable amie, la femme que je connaissais depuis la fac et qui m'avait toujours dit la vérité, même si cela me faisait mal de l'entendre. Antonia, sa voix transpirait de surprise. Comment vas-tu? Je croyais que tu partais pour une destination exotique avec Orlando. Johanna, j'ai quelque chose à te dire. Peux-tu venir me voir? Bien sûr. Tu vas bien? Tu es diferente. Je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis des années, je suis réveillée. 1 heure plus tard, Johanna était assise dans mon salon, écoutant, les yeux écarquillés, me raconter tout ce qui s'était passé. L'humiliation à l'aéroport, la découverte par la compagnie aérienne, la confrontation téléphonique avec Orlando et Eileen. Mon Dieu, Antonia, murmura-t-elle lorsque j'eus fini. J'ai toujours su qu'Elan était une vipère. Mais c'est cruel, même pour elle. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce que tu pensais vraiment d'elle? Soupira Johanna. Parce que tu la défendais. Chaque fois que j'essayais de lui reprocher comment elle te traitait, tu lui trouvais des excuses. Tu disais qu'elle était jeune, qu'elle s'adaptait, qu'Orlando la rendait heureuse. Elle avait raison. J'avais passé des années à justifier le comportement d'Eileen, à minimiser ses affronts, à me convaincre que j'étais trop sensible, trop exigeante, trop dépendante. Et Orlando? Poursuivit Johanna. Ce garçon que tu as élevé est devenu un homme qui laisse sa femme traiter sa mère comme de la merde. Ces mots me blessent parce qu'ils étaient vrais. Le gentil garçon que j'avais élevé, qui m'avait promis un jour de toujours prendre soin de moi, était devenu un étranger qui préférait le confort de son mariage au respect de sa mère. Mais maintenant,
Tout est différent, lui dis-je. J'ai des options que j'ignorais. J'ai un pouvoir que j'ignorais posséder. Et que feras-tu de ce pouvoir? C'était une bonne question. Que allais-je faire? Une partie de moi voulait se venger. Je voulais utiliser ma nouvelle position pour faire payer à Orlando et Eileen toutes ces années d'humiliation. Mais une autre partie de moi, plus profonde et plus sage, voulait autre chose. Je veux vivre, finis-je par dire. Je veux vivre tel que je suis, pas tel que j'étais devenue l'ombre pathétique que j'étais devenue. Joanna Surratt. C'est la Lantonia que j'ai connue à la fac. La femme courageuse, indépendante, qui n'avait peur de rien. Tu étais vraiment comme ça. Tu étais incroyable. Tu étais la seule de notre classe à oser défier les professeurs quand ils avaient tort. Tu étais celle qui organisait les manifestations étudiantes, celle qui défendait les filles timides quand elles étaient gênées. J'avais du mal à me souvenir de cette femme. 45 ans de mariage et de maternité avaient enseveli Antonia, une rebelle, sous une couche de complaisance et d'abnégation. Tu sais ce qui est le plus triste? Lui ai-je dit. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être une mère parfaite, une belle-mère parfaite, que j'ai oublié d'être simplement moi-même. Il n'est pas trop tard pour te rappeler qui tu es. Mon téléphone a sonné. C'était Gustavo. Madame Antonia, j'ai des nouvelles de l'aéroport de Cancun. L'avion a atterri et vos invités ont reçu un message complet sur votre véritable identité et leur réaction. D'après le directeur de l'aéroport, Orlando avait l'air complètement dévasté. Elan ne cessait de pleurer et Mariana semblait vouloir disparaître. On leur a remis une lettre que vous leur avez dictée ainsi qu'un itinéraire spécial pour le reste de leur séjour. La lettre était simple mais claire. Elle expliquait que tous les luxes dont ils bénéficiaient, l'hôtel 5 étoiles, les excursions privées, les dîners gastronomiques, étaient offerts par la femme qu'ils avaient humiliée ce matin-là. Elle leur disait qu'ils pouvaient profiter du voyage qu'ils m'avaient volé, mais qu'à leur retour, ils découvriraient un monde bien différent. Et l'itinéraire spécial? Ai-je demandé. Chaque activité est accompagnée d'une petite plaque portant la mention « Offert par Antonia Silva, propriétaire d'Aerolina do Sol ». Le directeur de l'hôtel leur rappellera sans cesse qu'ils profitent de la générosité de la dame qu'ils ont exclue du voyage. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'était pas vraiment une vengeance. Mais c'était une justice poétique. Parfait. Maintenant, Gustavo, je veux que tu m'organises quelque chose. Je veux le meilleur voyage possible. Peu importe le prix, peu importe la distance. Je veux voir tous les endroits dont j'ai toujours rêvé. Quand veux-tu partir? J'ai regardé Joanna, qui me regardait avec un sourire fier. J'ai regardé ma maison, pleine de souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus. J'ai regardé par la fenêtre un monde enfin prêt à être exploré. Demain, ai-je dit, je veux partir demain. Joanna a applaudi. Antonia, puis-je t'accompagner? Tu abandonnerais tout pour m'accompagner à l'aventure? Chérie, j'attends cette invitation depuis 5 ans. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai eu l'impression que ma vie commençait au lieu de se terminer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, une pure excitation pour la journée qui m'attendait. Ce n'était pas l'anxiété nerveuse de me demander si Orlando m'appellerait ou l'inquiétude constante de si j'avais fait quelque chose qui aurait contrarié Eileen. C'était l'émotion pure d'une femme qui avait enfin repris le contrôle de sa vie. Joanna arriva tôt avec 2 valises et un sourire insaisissable. Prête à conquérir le monde? Me demanda-t-elle en entrant chez moi. Plus que prête, répondis-je, et pour la première fois depuis longtemps, mes mots portèrent le poids de la vérité. Gustavo avait travaillé toute la nuit à préparer notre itinéraire. Première destination, Paris, la ville que j'avais toujours rêvé de visiter, mais que je n'avais jamais pu visiter parce que c'était trop cher ou parce qu'Orlando avait besoin d'argent pour autre chose. Puis Venise, puis le Japon, et enfin une semaine dans un complexe hôtelier privé aux Maldives. Madame, Gustavo m'avait dit au téléphone, j'ai réservé la suite présidentielle dans chaque hôtel. Tu auras des chauffeurs privés, des guides personnels et l'accès à des expériences habituellement réservées à la royauté. Alors que je faisais mes bagages, mon téléphone sonnait sans arrêt. Orlando appelait toutes les demi-heures. Elan envoyait des SMS désespérés. Même Mariana avait essayé de me contacter. Tout le monde voulait parler. Tout le monde voulait s'expliquer. Tout le monde voulait que je comprenne leur comportement, mais je n'avais plus besoin de leurs explications. Pour la première fois de ma vie d'adulte, l'opinion des autres sur mes décisions ne comptait plus pour moi. Les écouteras-tu? Joanna a demandé en me voyant ignorer un autre appel d'Orlando. J'ai fini par répondre, mais seulement après m'être pleinement rappelé qui j'étais sans eux. Une limousine est venue nous chercher à midi.
Le chauffeur était un employé de ma compagnie aérienne, un homme d'un certain âge nommé Isaiah, qui avait travaillé pour mon mari pendant 20 ans, à mon insu. Sonora Antonia, m'a-t-il dit avec une affection sincère. Votre mari parlait constamment de vous. Il disait toujours que vous étiez la femme la plus forte qu'il connaissait, mais qu'il avait oublié sa propre force. Ces mots m'ont ému de façon inattendue. Mon mari avait vu quelque chose en moi que j'avais perdu de vue, quelque chose que j'avais enfoui sous des années de suffisance et d'abnégation. À l'aéroport, tout était différent de l'humiliation de la veille. Nous avons été accueillis comme des rois, escortés dans des couloirs privés, traités avec le respect que méritait le propriétaire de la compagnie aérienne. Le contraste avec les 24 heures précédentes était si saisissant qu'on aurait presque cru à un rêve. Le commandant de bord, celui-là même qui avait annoncé mon départ, la veille, il m'a salué personnellement. Sonora Silva, m'a-t-il dit avec un sourire sincère. C'est un honneur de vous avoir à bord de votre propre avion. Votre propre avion? Ces mots résonnaient dans ma tête, tandis que je prenais place en première classe. C'était mon avion, ma compagnie, ma vie. Je la vivais enfin à ma façon. La musique. Pendant le vol pour Paris, Johanna et moi avons discuté comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Elle m'a parlé de son divorce 5 ans plus tôt, de la façon dont elle avait retrouvé son indépendance, des voyages qu'elle avait faits seule et de ce qu'elle avait appris sur elle-même. Vous savez ce qui est le plus libérateur? Me dit-elle tandis que nous sirotions du champagne de l'autre côté de l'Atlantique. Découvrir qu'on a besoin de l'approbation de personne pour être heureuse. Elle avait raison. Pendant des décennies, j'avais cherché l'approbation de mon mari, puis d'Orlando, puis d'Éline. J'avais mesuré ma valeur à la satisfaction des autres, à mon utilité, au peu de gêne que je leur causais. Mon téléphone vibra, un autre message d'Hélène. Antonia, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tout cela n'est qu'un terrible malentendu. Orlando est détruit. J'ai montré le message à Johanna, qui l'a lu et a secoué la tête. Maintenant qu'ils savent que tu as de l'argent, tout cela n'est plus qu'un malentendu. Exactement. Hier, j'étais une vieille femme perturbée qui ne cadrait pas avec leurs plans. Aujourd'hui, je suis victime d'un terrible malentendu. J'ai écrit une brève réponse. Bon voyage. On se parlera à mon retour. Mais je savais qu'à mon retour, si jamais je revenais, je serais une femme complètement différente. Nous avons atterri à Paris, sous un ciel doré de coucher de soleil. La ville s'étendait devant nous comme une promesse tenue, comme un rêve enfin réalisé. Non pas parce que c'était Paris en particulier, mais parce que Paris représentait tout ce que j'avais désiré sans jamais m'être permis d'obtenir. À l'hôtel, la suite était plus grande que toute ma maison. Elle offrait une vue sur la tour Eiffel, un piano à queue et des fleurs fraîches dans chaque chambre. Le directeur nous a accueillis personnellement, nous a offert du champagne et nous a assuré que tout ce dont nous aurions besoin serait disponible 24h/24. Tu crois que c'est réel? Ai-je demandé à Anna Johanna alors que nous étions sur le balcon, à contempler la ville illuminée. Chérie, a-t-elle répondu, ce n'est pas seulement réel. C'est ce que tu mérites. C'est ce que tu as toujours mérité. Ce soir-là, nous avons dîné au restaurant de l'hôtel, un restaurant étoilé Michelin où chaque plat était une œuvre d'art. Nous n'avons pas parlé d'Orlando, nous n'avons pas parlé d'Éline, nous n'avons pas parlé du passé, nous avons parlé de l'avenir, des endroits que nous voulions voir, des expériences que nous voulions vivre. Vous savez ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça? Dis-je en dégustant un dessert trop beau pour être mangé. Quoi? Que pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose uniquement pour moi. Ni pour plaire à personne, ni pour répondre aux attentes des autres, ni pour gagner l'amour de qui que ce soit, juste pour moi. Johanna leva son verre. À la nouvelle Antonia. Elle porta un toast à la femme toujours là, attendant d'être redécouverte. Nous trinquâmes sous les lumières de Paris, 2 femmes de presque 70 ans, qui avaient enfin compris que la vie ne s'arrête pas quand les autres décident qu'on est plus importante. Parfois, la vraie vie commence à cet instant précis. 3 semaines plus tard, je rentrais chez moi transformée, non seulement par les lieux incroyables que j'avais visités ou les expériences que j'avais vécues, mais par quelque chose de bien plus profond. Je m'étais souvenue de qui j'étais avant de devenir l'ombre des besoins des autres. Paris avait restauré mon amour pour l'art et la culture. Venise m'avait appris que la beauté est faite pour être appréciée, pas seulement admirée de loin. Le Japon m'avait montré la dignité qui naît de l'estime de soi, et les Maldives m'avaient offert le don du silence intérieur, cette paix qui ne dépend de l'approbation d'aucun autre. Mais le véritable changement s'était produit dans les conversations nocturnes avec Johanna, dans les moments de solitude, à contempler les levers de soleil depuis des lieux que j'avais toujours cru inaccessibles, dans la prise de conscience progressive que j'avais passé des décennies à vivre une vie qui ne m'appartenait pas. Orlando m'attendait à mon retour. Il paraissait plus mince, plus âgé, comme si les dernières semaines avaient été difficiles pour lui. Hélène n'était pas là,
ce qui ne me surprenait pas. Maman, Dis-je en déposant mes sacs à l'entrée. Il faut qu'on parle. Tu as raison, répondis-je. Il faut qu'on parle, mais cette fois, c'est moi qui parle. J'étais assise dans mon salon, dans mon fauteuil préféré, dans ma maison, qui me semblait à nouveau vraiment mienne. Orlando était assis en face de moi, nerveux, comme un enfant qui sait qu'il a des problèmes. Pendant 45 ans, j'ai commencé. J'ai été ta mère, comme je croyais devoir l'être. Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié mes rêves pour les tiens. Je me suis faite petite pour que tu puisses briller. Et quand ton père est mort, j'ai continué à faire pareil, car je pensais que c'était ce qu'une bonne mère devait faire. Orlando a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Quand Elan est entré dans nos vies, je l'ai laissé m'éloigner de toi, car je pensais qu'une bonne belle-mère devrait le faire. J'ai accepté des miettes d'attention, car je pensais que c'était mieux que rien. Je suis devenue spectatrice de la vie de mon propre fils, car je pensais que c'était de l'amour. Maman, je n'en ai jamais eu envie. Mais toi, si, Orlando. Chaque fois qu'Elan me rabaissait et que tu ne disais rien, tu choisissais. Chaque fois qu'il me traitait comme une domestique et que tu le laissais faire, tu décidais quel genre d'homme tu voulais être. Et ce matin-là, à l'aéroport, quand tu m'as dit que je ne correspondais pas à tes plans, tu m'as enfin montré ma place dans ta nouvelle vie. Des larmes coulaient sur ses joues, mais je me sentais étrangement calme. Je ne parlais pas de douleur ou de colère, je parlais de lucidité. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis désolé pour tout. Elan est désolée aussi. Elle voulait venir s'excuser, mais j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on parle d'abord. Elan est-elle désolée? Ai-je demandé. Ou est-elle désolée d'avoir découvert que la femme qu'elle a humiliée s'est avérée être millionnaire? Orlando ne put répondre, et son silence lui suffisait. Orlando, tu es mon fils, et je t'aimerai toujours, mais je ne passerai plus ma vie à attendre des miettes de ton attention. Je n'accepterai plus d'être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont changer. D'abord, je déménage. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Tu déménages? Où? J'ai acheté un appartement en centre-ville, près des bureaux de mon entreprise. Je vais m'impliquer activement dans la gestion de la compagnie aérienne. Ton père a construit quelque chose d'incroyable, et il est temps pour moi de le rencontrer. Mais maman, c'est ta maison. J'ai grandi ici. Tous nos souvenirs sont ici. Cette maison est remplie de souvenirs d'une femme que je ne suis plus. La nouvelle Antonia a besoin d'un nouveau chez-soi. Je lui ai parlé de mes projets. J'allais créer une fondation pour aider les femmes âgées qui s'étaient perdues dans les attentes des autres. J'allais voyager régulièrement, explorer le monde qui m'attendait depuis des décennies. Je vivrais chaque jour comme un cadeau, pas comme une obligation. Et nous? Demanda-t-il d'une petite voix. Que adviendra-t-il de notre relation? Cela dépend de toi, Orlando. Si tu veux une relation avec moi, ce sera dans le respect mutuel. Je ne tolérerai plus le mépris d'Elan. Je n'accepterai pas d'être traité comme une nuisance, et je ne supplierai pas pour obtenir son attention. Eileen veut vraiment changer. Eileen veut conserver l'accès au patrimoine familial qu'elle possédait. Je viens de découvrir. Il y a une différence. Nous avons discuté pendant des heures. Orlando a pleuré, s'est excusé, a promis que tout serait différent. Une partie de moi voulait le croire. Je voulais redevenir la mère complaisante qui pardonnait tout. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours de ces 3 semaines. Pardonner ne signifie pas tolérer les mêmes mauvais traitements. Je t'aime, Orlando, lui ai-je dit alors qu'il s'apprêtait à partir. Mais pour la première fois de ma vie, je m'aime davantage, et cela ne changera pas. Après son départ, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant les plantes qu'Eileen m'avait ordonné d'arroser. Elles étaient parfaites, vertes et florissantes. Je les avais soignées, mais pas par obligation. Je les avais soignées parce que j'aimais les voir pousser. Mon téléphone a sonné. C'était Gustavo, avec des nouvelles d'un nouveau projet d'entreprise. Alors que nous parlions d'expansion et de projets d'avenir, j'ai réalisé quelque chose de merveilleux. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais impatiente de voir demain. 6 mois plus tard, ma nouvelle vie était enfin établie. Mon appartement était un havre de paix et de beauté. Mon travail. Travailler à la compagnie aérienne m'a donné un but et un épanouissement. Ma fondation avait déjà aidé 5 femmes à retrouver leur estime de soi. Orlando me rendait régulièrement visite seule. Eileen avait tenté de me contacter à plusieurs reprises, mais j'avais été claire. Le respect ne se négocie pas, il se mérite. Es-tu heureuse, maman? Demanda Orlando lors d'un de nos dîners mensuels. Je suis libre, répondis-je. Et la liberté,
lorsqu'on la trouve enfin après des décennies de privation, ressemble beaucoup au bonheur. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. À 69 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa vie, que le véritable amour commence par soi-même et que parfois les plus belles aventures commencent exactement quand on pense que c'est fini. La femme humiliée à l'aéroport n'existait plus. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa valeur, qui vivait ses rêves et qui avait enfin compris que la vie la plus extraordinaire est celle qu'on choisit de vivre pour soi. 2 ans plus tard, je me tenais sur le pont de mon yacht privé, naviguant sur les eaux cristallines de la Méditerranée. Johanna lisait un livre à côté de moi, tandis que le capitaine Uriel, l'une de mes employées les plus fidèles, nous a guidés vers la prochaine île grecque que nous voulions explorer. Le soleil de l'après-midi créait des reflets dorés sur l'eau, et pendant un instant, je me suis arrêtée pour réfléchir au surréalisme de cette nouvelle réalité. Mon téléphone a vibré à ma surprise, accompagné d'un message de Mariana. « Antonia, je voulais te remercier. Ce que tu as fait m'a incité à quitter mon mari violent. Maintenant, j'ai ma propre entreprise de traiteur, et pour la première fois en 15 ans, je me sens vivante. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » J'ai souri en lisant. Au cours des 2 dernières années, j'avais reçu des centaines de messages similaires. Des femmes de tous âges avaient lu mon histoire dans des magazines, entendu parler de la Fondation aux informations et décidé qu'elles aussi méritaient mieux que ce qu'elles recevaient. Chaque message me rappelait que ma douleur avait servi à quelque chose de plus grand que moi. Ma relation avec Orlando avait trouvé un nouvel équilibre, étonnamment sain. Nous nous voyions tous les 15 jours pour dîner, mais à mes conditions et dans les lieux de mon choix. Il avait entamé une thérapie pour comprendre comment il avait laissé son mariage nuire à notre relation. Hélène, elle avait enfin compris que son comportement passé était inacceptable. Et même si notre relation ne serait jamais chaleureuse, elle était au moins respectueuse. Elle avait appris à m'appeler par mon nom au lieu de m'ignorer, et elle ne me donnait plus d'ordre pour les plantes ou les tâches ménagères. « À quoi penses-tu » me demanda Johanna, remarquant mon sourire songeur. « La vie est-elle si étrange » Respondisie. Le pire jour de mon existence est devenu le premier jour de ma vraie vie. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que je ferais le tour de la Grèce à bord de mon propre yacht, je l'aurais pris pour un fou. Johanna ferma son livre et s'approcha de la rambarde où je me tenais. « Tu sais ce qui me frappe le plus dans tout ça ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que tu n'aies pas changé pour te venger d'Orlando et de lui. Tu as changé pour toi-même ? C'est la différence entre une véritable transformation et une simple crise d'argent. » Elle avait raison. Durant les premiers mois qui ont suivi l'incident de l'aéroport, j'avais été tentée d'utiliser ma nouvelle fortune pour faire payer Orlando et Hélène pour leur cruauté. J'aurais pu accepter le poste d'Orlando. J'aurais pu faire en sorte qu'Hélène se sente aussi petite que moi. Mais j'avais appris quelque chose d'important. La vengeance permet de rester connecté à sa douleur, tandis que la libération permet d'aller de l'avant. Cet après-midi-là, alors que nous dînions dans un restaurant en bord de mer à Santorin, une femme âgée s'est approchée de notre table d'un air hésitant. Elle portait une robe simple mais épurée, et ses yeux avaient ce regard que je connaissais trop bien, celui de quelqu'un qui avait vécu longtemps dans l'invisibilité. « Est-ce Madame Antonia Silva ?» demanda-t-elle timidement. « J'ai lu votre histoire dans un magazine que ma petite fille m'a montré. J'ai 75 ans et ma famille me traite exactement comme vous l'avez décrit dans cette interview. Tu crois vraiment qu'il est encore temps pour moi, ma chérie ?» dis-je en prenant sa main ridée dans la mienne. La vie n'a pas de date limite, seulement des moments d'éveil. La tienne pourrait être aujourd'hui, si tu le souhaites. Ses yeux se remplirent de larmes, mais des larmes d'espoir, pas de désespoir. Elle me raconta son histoire pendant les 20 minutes qui suivirent. Veuve, dépendante financièrement de son fils, traitée comme une baby-sitter gratuite pour ses petits-enfants, ignorée dans les décisions familiales importantes. « Mon fils me dit que je devrais être reconnaissante qu'il me laisse vivre chez lui, » murmura-t-elle. Mais cette maison était à moi avant que je la lui donne. Je lui ai donné ma carte de visite et les coordonnées d'Hélène Vargas, la directrice de ma fondation. Appelle-la demain. Nous avons des programmes pour les femmes dans ta situation. Tu n'es pas seule, et il n'est certainement pas trop tard. La femme partit avec un sourire qu'elle n'avait probablement pas affiché depuis des années. Et je me sentis à nouveau reconnaissante d'avoir transformé ma douleur en but. Ce soir-là, j'écrivis dans mon journal. J'ai découvert que le véritable héritage ne se résume pas à l'argent que l'on laisse derrière soi ou aux entreprises que l'on crée. C'est le nombre de personnes que l'on inspire à se valoriser. C'est montrer aux autres femmes que leur histoire ne s'arrête pas lorsque d'autres décident qu'elle ne compte plus. C'est démontrer que la dignité n'est pas quelque chose que l'on vous accorde, mais quelque chose que vous revendiquez. Le lendemain, alors que nous naviguions vers Mykonos, j'ai reçu un appel de Gustavo avec une excellente nouvelle. « Madame, nous avons plusieurs propositions intéressantes.
Une chaîne de télévision internationale souhaite réaliser un documentaire sur votre histoire et votre fondation. Il y a aussi un éditeur qui souhaite publier un livre sur votre expérience, et un groupe d'université vous invite à donner des conférences sur la réinvention personnelle après 60 ans. À quoi bon tout cela? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Pour montrer au monde que se réinventer n'a pas d'âge, que la dignité n'est pas négociable et que parfois les plus belles fins commencent par un rejet. J'ai regardé l'horizon infini qui s'étendait devant nous, plein de possibilités que je commençais à peine à explorer. J'ai pensé à Antonia, il y a 2 ans. Cette femme qui se tenait dans un aéroport, le cœur brisé, avec l'impression que sa vie était finie. Si je pouvais parler à cette femme, je lui dirais que la douleur qu'elle ressentait n'était pas la fin de son histoire, mais le prologue du meilleur. Dis-leur oui à tout. J'ai répondu, mais à une condition. Le message doit être clair comme de l'eau de roche. Peu importe ton âge, peu importe combien de temps tu as vécu pour les autres. Peu importe combien de fois ils t'ont fait sentir invisible ou insignifiant. Il n'est jamais trop tard pour choisir de vivre pour soi. Johanna a applaudi depuis son siège. Ce sera une conférence qui vaudra la peine d'être écoutée. Cet après-midi-là, alors que le yacht tanguait doucement dans les eaux de la baie, j'ai reçu un appel inattendu d'Orlando. Sa voix était différente, plus mature, plus réfléchie. « Maman, je voulais te dire quelque chose. Eileen et moi consultons un conseiller conjugal. Nous travaillons sur nos schémas comportementaux, notamment sur la façon dont nous traitons les gens que nous aimons. Je suis contente de l'entendre, Orlando, et je voulais te demander quelque chose. Penses-tu pouvoir un jour me pardonner complètement? » La question m'a prise au dépourvu. J'étais tellement concentrée sur la reconstruction de ma vie que je n'avais pas vraiment pensé au pardon. Orlando, ai-je dit au bout d'un moment, je t'ai déjà pardonné, mais pardonner ne signifie pas oublier, et encore moins tolérer le même comportement. Cela signifie choisir de ne pas nourrir de ressentiment, car il est trop lourd pour la nouvelle vie que je construis. Et notre relation, est meilleure que jamais, car elle est enfin fondée sur le respect mutuel, au lieu de mon aspiration désespérée à ton approbation. En raccrochant, j'ai réalisé que cette conversation marquait la fin définitive de mon ancienne vie. Je n'étais plus la mère qui mendiait des miettes d'attention. J'étais une femme accomplie qui avait choisi d'entretenir une relation saine avec son fils adulte. Au coucher du soleil, tandis que je regardais le soleil se coucher sur la Méditerranée, teintant le ciel d'orange et de rose, j'ai pensé à toutes ces femmes qui, en ce moment, se sentent invisibles, qui croient que leurs meilleurs jours sont derrière elles, qui pensent ne pas mériter mieux que ce qu'elles reçoivent. Car c'est la vérité que j'ai apprise à 69 ans, lorsqu'un cruel rejet m'a redonné le plus beau des cadeaux, ma propre vie, enfin vécue à ma façon. Et nous voici arrivés au bout d'une nouvelle histoire de vie avec les voix de Maria. Qu'avez-vous ressenti avec cette histoire? Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos impressions. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez vraiment me soutenir, vous pouvez m'envoyer un grand merci. Ces gestes m'aident beaucoup à continuer à vous raconter ces histoires avec tant d'amour et d'attention. À l'écran, vous découvrirez 2 autres histoires sincères et profondes qui touchent le cœur et nous enseignent de précieuses leçons de vie. Des histoires qui émeuvent, nous enseignent et nous font réfléchir. Merci d'exister et d'être là avec moi. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine histoire de vie, ici, à Vos de Mariam.